Après nous être intéressés aux propriétés des matrices orthogonales en dimension 2 et à leur forme, nous allons nous intéresser aux isométries vectorielles d'un plan euclidien. Nous savons qu'en base orthonormale directe, une isométrie vectorielle a toujours une matrice orthogonale. En particulier, pour un plan euclidien, une isométrie vectorielle directe du plan euclidien a en base orthonormale directe une matrice de SO2 de R, c'est-à-dire une matrice de la forme Rθ. Or, ce qui est remarquable, ce qui n'est vrai qu'en dimension 2, c'est que cette matrice est indépendante de la base orthonormale directe choisie. Il existe un θ qui, tel que quelle que soit la base orthonormale directe, la matrice de U vaut grand R θ. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dira alors que U est la rotation d'angle θ, on la note petit r θ. Ceci, je les démontre. Je prends deux bases orthonormales directes, B1 et B2. Puisque U appartient à SO2E, sa matrice dans la base B1, c'est une matrice de SO2 de R, c'est un certain R, grand R θ1. De la même manière, sa matrice dans B2, c'est un certain grand R θ2. Par ailleurs, la matrice de passage d'une base orthonormale directe à une base orthonormale directe, c'est une matrice orthogonale positive. Donc, ici en dimension 2, c'est une matrice de SO2 de R, c'est une certaine R-phi, dont l'inverse est R-phi. Ce qui nous permet de dire que Rθ2 c'est P-1, Rθ1, P c'est R-phi, Rθ1, R-phi, et on trouve que Rθ2 égale Rθ1. Ce qui veut dire que θ2 vaut θ1 modulo de pi. On a exactement la même matrice. J'insiste de nouveau pour dire que ceci n'est vrai qu'en dimension 2. En dimension supérieure, on n'aura pas du tout ce résultat. Une fois qu'on a obtenu ceci, eh bien nous obtenons toutes les propriétés algébriques sur les rotations vectorielles en dimension 2 à l'aide des propriétés algébriques sur les matrices grand Rθ. Et donc, le corollaire n'est qu'une copie des premières parties des propriétés algébriques en remplaçant grand R par petit r. Nous allons maintenant voir quelques propriétés liées au plan euclidien et à ses rotations vectorielles. D'une part, j'affirme que pour tout vecteur unitaire x de E, il existe un unique vecteur unitaire y tel que xy soit une base orthonormale directe. Notre vecteur x engendre une droite vectorielle du plan euclidien. L'orthogonale de cette droite vectorielle est une autre droite vectorielle. Or, dans un R espace vectoriel, sur une droite vectorielle, il y a deux vecteurs de norme 1, deux vecteurs unitaires. y1 et moins y1. Et l'un des deux permet d'obtenir avec x une base orthonormale directe, l'autre une base orthonormale indirecte. Donc il y a bien un unique vecteur y tel que xy soit une base orthonormale directe. Par ailleurs, eh bien, nous sommes, ayant une rotation Rθ, nous savons déterminer cos θ et sin θ à l'aide de cette rotation de produits scalaires ou de produits mixtes. Alors, au dénominateur apparaît norme de x carré parce qu'ici, nous travaillons sur un vecteur qui n'est pas nécessairement unitaire. Évidemment que si x est unitaire, les dénominateurs à chaque fois valent 1, donc on obtient que cos θ c'est x scalaire Rθ de x, et sin θ c'est le produit mixte x Rθ de x. Si x n'est pas unitaire, le vecteur x sur norme de x, lui, est unitaire. Et donc, ça revient à dire que x sur norme de x scalaire Rθ de x sur norme de x vaut cos θ, et que le produit mixte de x sur norme de x et de Rθ de x sur norme de x vaut sinus θ. Alors, pourquoi ceci? Eh bien, tout d'abord, nous nous plaçons, x est non nul, x sur norme de x est de norme 1. Il existe un vecteur y tel que la base x sur norme de x, y est orthogonale directe. La matrice de la rotation dans cette base, c'est cos θ, sin θ, moins sin θ, cos θ. Le coefficient en haut à gauche étant égal au produit scalaire du premier vecteur de la base par l'image par la rotation
de ce premier vecteur. Ce qui nous donne bien cos θ égale x scalaire θ de x en norme de x carré. Par ailleurs, si nous nous plaçons de nouveau en base orthonormale directe dont le premier vecteur c'est x sur norme de x, le produit mixte de x sur norme de x et de rθ de x sur norme de x, c'est le déterminant de la matrice où dans la première colonne, j'exprime le vecteur x sur norme de x dans cette base, donc ça fait 1, 0. La deuxième colonne, c'est rθ de x sur norme de x, à savoir cos θ sin θ. C'est une matrice triangulaire supérieure dont le déterminant vaut exactement le produit des éléments diagonaux, 1 fois sin θ, à savoir sinus θ. Donc, on a bien obtenu cette propriété. Pour le théorème, x étant un vecteur unitaire, de nouveau, on peut appeler z le vecteur unitaire tel que xz fasse une base orthonormale directe. Y dans cette base orthonormale directe s'écrit y égale x scalaire y, x plus y scalaire z, z. Et comme y est de norme 1, on a x scalaire y au carré plus y scalaire z au carré qui vaut 1, ce qui veut dire que x scalaire y peut s'écrire sous la forme cos θ, y scalaire z sinus θ. Et quand on a ceci, on retrouve que y égale rθ de x. Et ceci nous permet par la suite de définir l'angle de deux vecteurs non nuls dans un plan euclidien. Mais c'est une notion qui pourrait être plus généralement généralisée dans un espace euclidien, voire pré-hilbertien. Quand je prends deux vecteurs non nuls non collinéaires, ils vont engendrer un plan, et dans ce plan, eh bien, il existera une unique rotation qui envoie x sur norme de x sur y sur norme de y, et on définira l'angle des vecteurs x et y à l'aide de l'angle de cette rotation. Nous nous intéressons maintenant à la réduction des isométries vectorielles qui se fait parallèlement à la réduction des matrices orthogonales carrées d'ordre 2. Alors, évidemment que R0, c'est l'identité, c'est évidemment diagonalisable. Rπ, c'est moins l'identité, c'est évidemment diagonalisable. Mais par contre, Rθ, que ce soit l'isométrie vectorielle, la rotation d'angle θ ou la matrice grand Rθ, a pour polynôme caractéristique x moins cos θ au carré plus sinus carré θ, dont les racines sont cos θ plus i sinus θ, cos θ moins i sinus θ, autrement dit exponentielle iθ et exponentielle moins iθ, qui ne sont pas réels, donc a fortiori, aussi bien l'isométrie vectorielle que la matrice grand Rθ ne sont pas diagonalisables dans M2 de M. Par contre, si on s'intéresse aux éléments de O2E privé de SO2, c'est-à-dire matriciellement aux matrices de O2 de R privées de SO2 de R, eh bien ces matrices-là, on a vu que c'était des matrices dont le carré valait l'identité. Donc x carré moins 1 est un polynôme annulateur sin des racines simples, on est sûr qu'elles sont diagonalisables. X carré moins 1, si on fait le calcul du polynôme caractéristique de la matrice Sθ, on voit que c'est en fait son polynôme caractéristique. Ce qui veut dire que ces éléments-là ont deux valeurs propres, 1 et moins 1, de multiplicité 1. Ces éléments sont diagonalisables. Ce sont des symétries orthogonales et même des réflexions, puisque moins 1 est valeur propre simple, des réflexions par rapport à l'hyperplan des invariants. Et on montre facilement que les invariants, à savoir E1 de U ou E1 de Sθ, c'est vecte de cos θ sur 2 sinus θ sur 2. Les antivariants, les vecteurs propres pour la valeur, le sous-espace propre pour la valeur propre moins 1, étant vecte de moins sinus θ sur 2 cos θ sur 2. Alors, faites très attention, autant pour les rotations vectorielles, la matrice est indépendante de la base orthonormale directe, autant pour les symétries vectorielles, les réflexions en dimension 2, eh bien, si j'ai une base orthonormale directe IJ, si je m'intéresse à la symétrie orthogonale par rapport à la droite vectorielle engendrée par U indice phi, vecte de U phi, sa matrice dans la base orthonormale IJ directe,
c'est exactement S2 phi. Revenons rapidement sur ce que j'annonçais dans la première vidéo pour calculer Sθ1 et Sθ2 et montrer que c'était Rθ1 plus Θ2. Je trace sur ce dessin vec de Uθ2 sur 2, vec de Uθ1 sur 2. Sθ1, Sθ2 du vecteur OM. Je calcule d'abord Sθ2 de OM, ce que je note OM2, c'est la symétrie orthogonale par rapport à vec de Uθ2, et le triangle MOM2 est un triangle isocèle, donc sa hauteur, c'est aussi la bisectrice, la médiatrice, etc. C'est pour ça que je représente 2 fois l'angle alpha. De la même manière pour Sθ1 qui envoie M2 sur M'. Et donc l'application qui envoie M sur M', je sais que c'est une rotation d'un certain angle phi. Et je sais que cet angle phi vaut 2 alpha plus 2 bêta. Or, le secteur angulaire entre vec de Uθ2 sur 2, vec de Uθ1 sur 2, c'est exactement alpha plus bêta. Donc j'ai alpha plus bêta égale θ2 moins θ1 sur 2. Et donc la rotation, qui est donc 2 fois ceci, est exactement une rotation donc θ2 moins θ1. Enfin, dernière chose, on en arrive à la classification des isométries vectorielles du plan. Alors, cette classification se fait en lien avec la dimension des invariants de U, c'est-à-dire en lien avec la dimension de Kerr de U moins identité. Si Kerr de U moins identité, si la dimension des invariants vaut 0, ça veut dire que nous sommes dans le cas où 1 n'est pas valeur propre, et donc nous sommes dans le cas d'une rotation d'angle θ différent de 0. Évidemment que dans ce cas, c'est une rotation. Donc la dimension des invariants de U égale 0, c'est seulement si on a une rotation d'angle différent de 0. Si les invariants sont de dimension 1, ça veut dire que 1 est valeur propre simple, et donc que moins 1 est valeur propre. On a une réflexion, une isométrie négative. Et enfin, si la dimension des invariants vaut 2, eh bien, ça veut dire que 1 est valeur propre double, que U vaut l'identité, on est en présence de R0. Ce qui veut dire qu'on a une rotation si et seulement si la dimension des invariants est paire. On a une réflexion si et seulement si la dimension des invariants est impaire.